Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 2 du chapitre 10 portant sur les intégrales doubles. Dans cette séance, nous allons voir comment calculer les intégrales en passant en coordonnées polaires. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous allons commencer par un rappel. Nous considérons un réel A différent de 0 et un réel B quelconque. Alors, vous savez que les primitifs de cosinus AX plus B sont de la forme 1 sur A sinus AX plus B plus K, et que les primitifs de sinus AX plus B sont de la forme moins 1 sur A cosinus AX plus B plus K. Nous allons appliquer ce rappel pour calculer l'intégrale suivante, qui va être l'intégrale double sur l'intervalle 0R croix l'intervalle moins pi sur 4 de R carré cosinus de θ dr dθ. Alors, nous voyons que dr apparaît en premier, c'est-à-dire que le premier intervalle correspond à la variable r, et comme dθ apparaît en deuxième, cela veut dire que le deuxième intervalle correspond à la variable θ. Alors dans un premier temps, nous allons réécrire cette intégrale double en faisant apparaître sur la première intégrale les bornes de la variable r, c'est-à-dire 0 et grand R, et ensuite sur la deuxième intégrale double, nous faisons apparaître les bornes de θ, c'est-à-dire moins pi sur 4, pi sur 4. Ensuite, nous réécrivons ce qu'il y a derrière les deux symboles intégrales, à savoir r carré cosinus de θ dr dθ. Nous savons que cette deuxième intégrale est l'intégrale en la variable θ. Donc tout ce qui est constant par rapport à θ peut être mis en facteur de cette intégrale. Ainsi, nous allons pouvoir mettre en facteur de cette intégrale r carré et dr. Nous réécrivons notre intégrale. Nous avons dit que nous allons mettre r carré en facteur de l'intégrale en la variable θ, et de même nous allons mettre aussi dr en facteur de cette intégrale en la variable θ. Donc vous pouvez réaliser cette opération, et alors vous allez faire apparaître notre intégrale double comme un produit de deux intégrales simples que vous savez calculer, et vous arriverez à la valeur grand R cube sur 3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ce calcul. Puis nous calculerons de la même façon l'intégrale suivante. Nous mettons donc r carré et dr en facteur de l'intégrale en la variable θ, ce qui fait que nous faisons apparaître intégrale de 0 à r de r carré dr fois l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de cosinus de θ dθ. Nous savons qu'une primitive de r carré par rapport à r est r cube sur 3. Nous savons qu'une primitive de cosinus de θ, d'après le rappel précédent, est donc 1 demi sinus de θ. Nous calculons la variation de r cube sur 3 entre grand R et 0. Donc en grand R, nous obtenons grand R cube sur 3 moins 0. Et nous calculons la variation entre pi sur 4 et moins pi sur 4 de 1 demi sinus de θ. Donc en θ égale pi sur 4, ça nous fait 1 demi sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, ça vaut 1. θ égale moins pi sur 4, ça nous fait 1 demi sinus moins pi sur 2, et sinus moins pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc ça nous fait donc 1 demi fois 1, moins 1 demi fois moins 1. Donc le premier facteur est égal à grand R cube sur 3, et ensuite, donc le deuxième facteur, ça nous fait 1 demi, et moins par moins plus, donc plus 1 demi. Donc ça fait R cube sur 3 fois 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire R cube sur 3 fois 1, donc nous arrivons bien à grand I égale R cube sur 3. Alors je me permets ici de faire une remarque importante, c'est que il faut vraiment prendre soin de distinguer le petit r et le grand R ici, parce que le petit r, ça veut indiquer que c'est la variable d'intégration, et grand R mis à une borne, ça veut dire que grand R est une constante. On verra par la suite, ça désignera donc le rayon d'un disque sur lequel nous voulons réaliser une intégrale. Donc prenez bien soin de distinguer la lettre grand R de la lettre petit r. Ne mettez pas ici un grand R, puisque à ce moment-là, ce calcul n'a pas de sens. Nous allons maintenant réaliser un exercice qui va reposer sur le même principe.
je vous demande de calculer l'intégrale double grand I, qui est égale donc à l'intégrale double sur 0R croix pi sur 4pi de 2R cube sinus de θ dr dθ. Encore une fois, comme dr apparaît en premier, ça veut dire que le premier intervalle est pour la variable grand R, et comme dθ apparaît en seconde, ça veut dire que le deuxième intervalle est pour la variable θ. Donc vous ferez apparaître sur la première intégrale les bornes de petit r, sur la deuxième intégrale la borne de θ, et vous mettrez donc en facteur par rapport à l'intégrale en la variable θ les termes qui sont constants par rapport à θ. Vous arriverez donc à un pouls d'intégrale simple que vous saurez calculer, et en effectuant ce calcul, vous arriverez donc à moins R4 sur 4. Alors si je reviens en arrière, vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ce calcul. Nous voulons calculer cette intégrale. Alors nous savons que petit r décrit l'intervalle 0 grand R. Nous faisons apparaître sur la première intégrale les bornes de petit r qui sont donc 0 et grand R. Nous savons que θ décrit l'intervalle pi sur 4pi. Nous faisons apparaître sur la deuxième intégrale les bornes de θ, à savoir pi sur 4 et pi. Ensuite, cette intégrale est l'intégrale en la variable θ. Nous pouvons mettre en facteur tous les termes qui sont constants par rapport à θ, donc c'est-à-dire 2r cube et dr, que nous mettons en facteur de cette intégrale, et donc nous voyons apparaître 2r cube dr fois cette intégrale, c'est-à-dire que nous avons donc un pouls intégral qui apparaît, l'intégrale de 0 à r de 2r cube dr fois l'intégrale de pi sur 4 à pi de sinus de θ et θ. Nous savons calculer chacune de ces deux intégrales. Donc en réalisant ces deux calculs, nous allons arriver à la valeur I égale moins R4 sur 4. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour prendre le temps de compléter les trous. Nous avons établi que l'intégrale double grand I peut s'écrire sous la forme du produit de deux intégrales simples, à savoir l'intégrale de 0 à grand R de 2R cube dr fois l'intégrale de pi sur 4 à pi de sinus de θ dθ. Il ne nous reste plus qu'à calculer chacune de ces intégrales simples pour obtenir la valeur de grand I. Nous commençons par déterminer une primitive de 2R cube par rapport à R, ça nous donne 2 fois R4 sur 4, ce qui nous donne R4 sur 2. Une primitive de sinus de θ par rapport à θ est moins 1,5 cosinus de θ. Nous calculons la variation de R4 sur 2 entre grand R et 0 et la variation de moins 1,5 cosinus de θ entre pi et pi sur 4. Alors si nous remplaçons petit r par grand R, ça nous donne grand R4 sur 2. Et si nous remplaçons petit r par 0, ça nous donne 0. Si nous remplaçons θ par pi, ça nous donne moins 1,5 cosinus de pi, et cosinus de pi vaut 1. Si nous remplaçons θ par pi sur 4, 2 fois pi sur 4 nous donne pi sur 2, et cosinus pi sur 2 vaut 0. Ainsi nous obtenons le produit grand R4 sur 2 fois moins 1,5, ce qui est égal à moins R4 sur 4. Donc notre intégrale double grand I est égale à moins R4 sur 4. Ensuite, en rappel, nous allons rappeler la notion de coordonnées polaires. Nous avons muni le plan d'un repère orthonormal OIJ, et nous avons placé un point M sur ce plan. Et ce point M peut être défini à l'aide de deux coordonnées que nous appelons les coordonnées polaires, qui sont donc R la distance OM, donc R est égal à la distance OM, et nous savons qu'une distance est toujours positive ou nulle, c'est-à-dire que R est forcément supérieur ou égal à 0, et donc nous ne donnerons jamais à R une valeur strictement négative. Ensuite, nous considérons l'angle θ, qui est l'angle de vecteur IOM, donc cet angle de vecteur IOM est défini modulo de pi, et à partir de R et de θ, nous pouvons positionner le point M de manière unique. Ainsi, un point M est défini par ses coordonnées polaires R et θ, et nous le notons M, donc deux coordonnées polaires R et θ, et nous indiquons un petit p pour préciser que ce sont les coordonnées polaires et non pas les coordonnées cartésiennes. Nous allons maintenant présenter une notation. Nous considérons un ensemble D de points du plan, et à cet ensemble D, nous pouvons associer deux autres ensembles. D'abord l'ensemble de grand D indice C, qui est l'ensemble des coordonnées cartésiennes des points de D, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des couples XY appartenant à R2, c'est-à-dire l'ensemble des couples de réels X et Y, tel que le point M de coordonnées cartésiennes X et Y appartient à l'ensemble D. Alors nous pouvons mettre C pour dire que le couple XY est un couple de coordonnées cartésiennes, et si on ne met pas le C, par défaut, on considérera toujours que ce sont des coordonnées cartésiennes. Alors, ensuite, l'autre ensemble, c'est grand D indice P,
qui est l'ensemble des coordonnées polaires des points de D, c'est-à-dire c'est l'ensemble des couples Rθ appartenant à R plus croix I. Donc ça veut dire que la première composante R appartient au premier ensemble R+, et θ appartient au deuxième ensemble qui est grand I, où grand I est l'intervalle de longueur de pi que nous prendrons en général, soit 0 de pi fermé, ou moins pi fermé. Donc dp est l'ensemble des couples Rθ appartenant à R plus croix I, tel que le point M de coordonnées polaires Rθ appartient à l'ensemble D. Alors ici nous mettons un petit p pour indiquer que le couple Rθ est un couple de coordonnées polaires, c'est-à-dire que la première composante des signes R et la deuxième composante des signes θ. Remarque, en pratique on confondra D et DC, c'est-à-dire que on ne va pas forcément mettre le C pour faire la distinction entre D et ses coordonnées cartésiennes. Par contre, nous ferons la distinction avec P. Nous ferons vraiment l'effort de mettre le P. Donc, cas particulier, nous allons illustrer ceci. Nous allons illustrer donc grand indice P sur la situation d'une portion de disque. Nous présentons le cas particulier de la portion de disque, qui est la situation pour laquelle nous réaliserons un calcul intégral en coordonnées polaires. Alors nous considérons un cercle de rayon grand R et de centre O. Nous disposons d'un repère orthonormal OIJ. Et nous considérons la portion de disque D délimitée par les angles θ1 et θ2. C'est-à-dire la portion de disque de rayon grand R est délimitée par les angles θ1 et θ2. Et nous voulons déterminer pour cette portion de disque D l'ensemble dp qui est donc l'ensemble des coordonnées polaires des points qui sont sur le domaine D. Alors nous voulons savoir à quelles conditions est-ce qu'un point M de coordonnées polaires R et θ appartient à D. Alors nous positionnons un point M sur D et nous faisons apparaître ces coordonnées polaires, donc la distance OM qui est égale à R et l'angle de vecteur IOM qui est égal à θ. Alors, pour que M soit dans la portion, nous remarquons que la distance OM peut donc varier de 0 jusqu'au maximum grand R. Donc le petit r appartient à l'intervalle 0 grand R. Et ensuite, l'angle θ, nous remarquons que l'angle θ peut varier entre de θ1 jusqu'à θ2. Donc θ appartient à θ1, θ2. Ainsi, un point M de coordonnées polaires Rθ appartient à D, c'est seulement si le couple Rθ appartient au produit cartésien, donc 0R, croix, θ1, θ2, c'est-à-dire que dp, l'ensemble que nous recherchons, l'ensemble des coordonnées polaires, est donc le produit cartésien de l'intervalle 0R fermé par l'intervalle θ1, θ2 fermé. Nous rappelons la propriété du passage en coordonnées polaires, c'est-à-dire comment est-ce que l'on transforme une intégrale double en coordonnées cartésiennes en une intégrale double en coordonnées polaires. Nous considérons l'intégrale double suivante, donc intégrale double sur dc de f de xy dx dy, qui est donc une intégrale double en coordonnées cartésiennes. Alors cette intégrale double est égale à l'intégrale double en coordonnées polaires, donc intégrale double sur d indice p, de f de r cos θ, r sin θ, c'est-à-dire que nous remplaçons x par r cos θ, nous remplaçons y par r sin θ, ensuite dx, dy, ça c'est l'aire élémentaire en coordonnées cartésiennes, et l'aire élémentaire en coordonnées polaires est r fois dr dθ. Et donc il faut bien veiller à ne pas oublier ce petit r. Voilà, donc ne pas oublier ce petit r, c'est bien r dr dθ et non pas dr dθ seulement. Ensuite, nous allons présenter un rappel sur le rayonnement du plan par un cercle de centre O et de rayon grand R. Nous rappelons le rayonnement du plan par un cercle de centre O et de rayon grand R. Nous avons représenté un cercle de centre O et de rayon grand R, nous avons aussi représenté un repère orthonormal OIJ, et si nous positionnons un point M sur le plan, nous désignons donc X son abscisse et Y son ordonnée dans ce repère. Nous savons que l'expression analytique alors de la distance OM, la distance OM est égale à racine de X carré plus Y carré si X désigne l'abscisse de M et Y l'ordonnée de M, et en élevant ceci au carré, nous avons que X carré plus Y carré est égal à OM carré. Maintenant, revenons au rayonnement du plan par le cercle. Alors raisonnons par rapport au disque de centre O et de rayon grand R. Nous avons alors trois parties. Nous avons donc le tour du disque,
qui est en fait le cercle central de grand R. Nous avons la partie intérieure du disque et nous avons la partie extérieure du disque. Et ces trois parties peuvent se décrire à l'aide de contraintes analytiques. Donc le cercle, nous savons qu'un point M de coordonnées XY est sur le cercle, si et seulement si la distance OM est égale à grand R. Dire que la distance OM est égale à grand R, ça veut donc dire que racine de x carré plus y carré est égale à R, et en élevant au carré, ça fait bien x carré plus y carré égale R au carré. Ensuite, un point M sera à l'intérieur du disque si et seulement si la distance OM est strictement inférieure à R. Donc comme la distance OM est égale à racine de x carré plus y carré, en élevant au carré, nous obtenons x carré plus y carré inférieur au carré de grand R, R carré. Et ensuite, un point M sera à l'extérieur du disque si et seulement si la distance OM est strictement plus grande que grand R, ce qui nous donne la contrainte analytique x carré plus y carré strictement supérieure à R au carré. Nous allons par la suite traiter l'exercice numéro 1 de la feuille coordonnées polaire 1. Nous traiterons les questions 1 et la question 2A, nous ne traiterons pas la question 2B, et je vais donc repréciser pour chaque question l'énoncé de l'exercice. En un premier temps, un petit rappel utile qui nous servira dans cet exercice, qui est que le sinus de 2 fois θ est égal à 2 cosinus θ fois sinus θ. Alors la question 1, on nous demande de représenter le domaine D qui est défini par les contraintes analytiques suivantes, c'est-à-dire qu'un point M de coordonnées cartésiennes XY appartient au domaine D, si et seulement si x carré plus y carré est inférieur ou égal à grand R carré, où grand R est un réel strictement plus grand que 0, et x supérieur égal à 0 et y supérieur égal à 0. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons traduire ces contraintes analytiques en des contraintes graphique, de façon à pouvoir en déduire la représentation graphique du domaine D. Donc vous pouvez mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous qui apparaissent. Nous allons traduire chacune de ces trois contraintes analytiques en une contrainte graphique. Nous commençons par la première, x carré plus y carré inférieur ou égal à r carré. Donc ça veut dire que le point M peut être sur le cercle ou à l'intérieur du disque, c'est-à-dire que le point M peut être sur tout le disque de centre O et de rayon grand R, c'est ce que nous écrivons ici. Donc la contrainte x carré plus y carré inférieur ou égal à grand R carré, cela veut dire que M est sur le disque de centre O et de rayon grand R. La contrainte x supérieur égal à 0, si nous considérons donc les points M d'abscisse x positive, nous remarquons que ces points sont sur le demi-plan qui se situe donc à droite de l'axe OY. C'est ce que nous écrivons ici. Nous remplaçons donc x supérieur égal à 0 par la contrainte d'être à droite de l'axe OY. Et la contrainte y supérieur égal à 0, si nous considérons les points d'ordonnée positive, nous remarquons qu'ils sont sur le demi-plan au-dessus de l'axe OX. C'est-à-dire que le point M est au-dessus de l'axe OX. Donc voici l'interprétation graphique de ces trois contraintes analytiques. Maintenant, si nous voulons représenter le domaine D à l'aide de ces trois contraintes graphiques, nous allons commencer par les positions par rapport aux axes. Nous devons être à droite de l'axe OY, c'est-à-dire que nous devons être sur ce demi-plan. Nous devons être aussi au-dessus de OX, c'est-à-dire nous devons être sur ce demi-plan. Alors si nous considérons les points communs à ces deux demi-plans, nous obtenons le quart de plan suivant. Ensuite, nous devons être sur le disque D et sur ce quart de plan, donc nous allons être sur la partie du disque portée par ce quart de plan, c'est-à-dire sur ce quart de disque de rayon grand R et de centre O. Donc nous avons ainsi fait apparaître le domaine D. Nous passons à la question numéro 2, où nous considérons la fonction réelle de variable f de xy est égale à 4xy, et l'intégrale double i qui est égale à l'intégrale double sur dc de f de xy dx dy, où dc désigne l'ensemble des coupes de coordonnées cartésiennes des points du domaine D, c'est-à-dire du quart de disque D. À la question 2a, on nous demande de calculer cette intégrale en passant en coordonnées polaires. Alors, dans un premier temps, nous allons écrire la formule de l'intégrale en coordonnées polaires, c'est-à-dire que nous remplaçons dc par dp, où dp est effectivement l'ensemble des coordonnées polaires des points du domaine D. Nous remplaçons x par r cos θ, nous remplaçons y par r sinus θ, et nous remplaçons dx dy, c'est-à-dire l'aire élémentaire en cartésienne par l'aire élémentaire en polaire, qui est r dr dθ. Alors pour effectuer ce calcul, nous devons dans un premier temps déterminer dp, déterminer l'ensemble des coordonnées polaires des points de D. Nous avons ici donc sur la figure fait apparaître un point M de coordonnées polaires R et θ.
Donc à vous, graphiquement, d'en déduire quel est l'intervalle parcouru par R, quel est l'intervalle parcouru par θ. Cela permettra d'établir que le couple Rθ appartient à un produit cartésien que l'on précisera, et donc que dp est égal à ce produit cartésien. Nous pourrons alors commencer à calculer l'intégrale double. Nous commençons par déterminer dp, c'est-à-dire l'ensemble des coordonnées polaires des points M du domaine D. Alors nous positionnons un point M sur le domaine D, nous faisons apparaître R, la distance OM, et θ, l'angle de vecteur IOM. Ainsi, le couple Rθ représente les coordonnées polaires de ce point M. Nous allons dire qu'un point M de coordonnées polaires Rθ appartient au domaine D, si et seulement si R appartient à l'intervalle 0 grand R et θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc effectivement, pourquoi cela? Parce que si nous regardons la variable R, la distance R égale OM, nous remarquons que la distance OM peut être au minimum égale à 0 et au maximum égale à grand R. Donc ainsi, petit r décrit l'intervalle 0 grand R. Ensuite, l'angle θ. L'angle θ, il peut être égal au minimum à 0 et au maximum à pi sur 2. Ainsi, θ décrit bien l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, un point M de coordonnées polaires Rθ appartient à D si et seulement si le couple Rθ appartient à 0R, croix 0 pi sur 2. Ainsi, l'ensemble dp recherché est égal à 0R, croix 0 pi sur 2. Nous pouvons alors réécrire cette intégrale en remplaçant dp par le produit cartésien 0r croix 0 pi sur 2, puis en effectuant les changements x égale r cos θ, y est égal à r sinus θ dans f de xy. Alors si nous commençons, alors comme nous mettons dr en premier, nous allons faire apparaître sur la première intégrale les bornes de la variable r, qui sont donc 0 grand R. Nous faisons ensuite apparaître sur la deuxième intégrale, qui sera donc l'intégrale en la variable θ, les bornes de θ, qui sont donc 0 pi sur 2. Ensuite, nous allons exprimer f de r cos θ, r sinus θ. Nous savons que f de xy est égal à 4xy, donc nous commençons par écrire le 4. Ensuite, au lieu d'écrire x, nous allons écrire r cos θ, donc nous remplaçons le x par r cos θ. Ensuite, au lieu d'écrire y, nous allons écrire r sinus θ, nous remplaçons y par r sinus θ. Puis, nous écrivons l'air élémentaire en polaire, r, dr, dθ. Nous avons donc fait apparaître cette intégrale. Alors, nous allons dans un premier temps la réduire en faisant apparaître la puissance, en regroupant les r, de façon à faire apparaître une puissance de r. Ensuite, nous savons que la première intégrale sera l'intégrale en la variable r, et la deuxième intégrale, l'intégrale en la variable θ. Donc, nous pourrons mettre en facteur les termes qui seront constants par rapport à la variable θ. Nous ferons apparaître ainsi un produit d'intégrale, et en utilisant la formule sinus de θ qui est égale à 2 cos θ sinus θ, nous pourrons faire apparaître une forme facile à intégrer pour la deuxième intégrale. Ce qui fait que nous arriverons à faire apparaître i comme un produit de deux valeurs qui nous donnera que grand I est égal à R4 sur 2, grand R4 sur 2. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause et tenter de compléter par vous-même les trous. Nous allons calculer cette intégrale. Nous remarquons que le facteur R apparaît 3 fois. Effectivement, donc il apparaît une fois dans R cos θ qui correspond à la variable x, il apparaît une deuxième fois dans R sinus θ qui correspond à la variable y, et il apparaît une troisième fois dans R dr dθ qui correspond à l'air élémentaire en polaire. Ainsi, nous pourrons mettre r cube en facteur. Nous obtenons alors l'expression 4r cube cos θ sinus θ dr dθ. Nous savons que la première intégrale correspond à la variable r et la deuxième intégrale correspond à la variable θ. Ainsi, nous pouvons mettre en facteur de l'intégrale en la variable θ les termes qui sont constants par rapport à θ. Nous avons 4r cube et dr qui sont des facteurs constants par rapport à θ. Nous pouvons les mettre donc en facteur de l'intégrale en la variable θ. Ce qui fait que nous voyons apparaître un produit intégral, l'intégrale de 0 à r de 4r cube dr fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus θ sinus θ. Nous avons fait le choix de mettre 4 en facteur de l'intégrale en variable θ. Nous aurions pu aussi le laisser à l'intérieur, ce qui fait que le terme 4 est apparu sur l'intégrale en la variable θ. Mais ceci n'aurait aucune incidence sur le résultat à obtenir. Alors, lorsque nous voyons cos θ sinus θ, nous pensons à la formule trigonométrique sinus de 2 fois θ qui est égal à 2 cosinus θ sinus θ.
Ainsi, si nous voulons faire apparaître cos θ sinus θ, nous voulons donc isoler cos θ sinus θ dans cette formule, et ça va donc nous donner que cosinus θ sinus θ va être égal donc à 1/2 sinus de θ. Nous allons donc pouvoir remplacer cos θ sinus θ par 1/2 sinus de θ. Sinus de 2 fois θ. Alors ensuite, on s'intéresse à la première intégrale, une primitive de 4r³ par rapport à r, c'est donc r puissance 4, que c'est faire 4r4 sur 4, c'est-à-dire r4. Et ensuite, nous pouvons déterminer une primitive par rapport à θ de sinus de θ. Nous savons que une primitive de sinus à θ, c'est moins 1 sur a cos à θ. C'est-à-dire qu'une primitive de sinus de θ, c'est donc moins 1/2 cosinus de θ, et moins 1/2 fois 1/2 va donc nous donner moins 1/4 cosinus de 2 fois θ. Calculons ensuite la variation entre grand R et 0 de r puissance 4 et la variation entre pi sur 2 et 0 de moins 1/4 cosinus de θ. Alors pour la première, si nous remplaçons r par grand R, ça nous fait grand R4. Si nous remplaçons r par 0, ça nous fait 0. Pour la deuxième expression, si nous remplaçons θ par pi sur 2, ça va nous faire du cosinus 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cosinus pi, et le cosinus pi, ça vaut moins 1. Ensuite, si nous remplaçons θ par 0, donc cosinus 0, ça nous fait 1, nous voyons apparaître 1. Donc nous obtenons le produit, r puissance 4 fois, alors moins 1/4 fois moins 1 nous donne 1/4, et 1/4 fois 1 nous donne 1/4. Ça nous fait donc 1/4 plus 1/4 nous fait 1/2, donc 1/2 fois r4 nous donne r4 sur 2. Nous avons ainsi calculé l'intégrale grand I. La question 2b, nous ne la traiterons pas ici, mais le corrigé est sur le cours en ligne. Nous passons ensuite à l'exercice numéro 2. Alors la question 1 nous demande de représenter le domaine D défini à l'aide des contraintes analytiques suivantes, c'est-à-dire qu'un point mxy de coordonnées cartésiennes appartient au domaine D, c'est seulement si on a à la fois x carré plus y carré qui est inférieur ou égal à r carré, et x supérieur ou égal à 0. Donc vous allez dans un premier temps interpréter graphiquement ces contraintes analytiques pour en déduire la représentation du domaine D. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Nous allons interpréter ces deux contraintes analytiques en deux contraintes graphiques. Considérons la première contrainte, x carré plus y carré inférieur ou égal à grand R carré. Nous avons vu précédemment que cela veut dire que le point M est sur le disque de centre O et de rayon grand R. La deuxième contrainte, x supérieur ou égal à 0, nous demande de considérer les points M d'abscisse x positive. C'est-à-dire, nous considérons les points M d'abscisse x positive. Ces points M sont sur le demi-plan qui est à droite de l'axe OY. Ainsi, dire que x est supérieur ou égal à 0, cela veut dire graphiquement que le point M est à droite de l'axe OY. Nous avons ainsi interprété les deux contraintes analytiques en deux contraintes graphiques en disant qu'un point M de coordonnées cartésiennes xy est sur le domaine D, c'est seulement si M est à la fois sur le disque de centre O et de rayon grand R et à droite de l'axe OY. Alors, si nous faisons le lien entre ces deux contraintes graphiques et le domaine D qui est représenté ici, si nous regardons si nous visualisons la deuxième contrainte, c'est-à-dire que nous devons être à droite de l'axe Y et nous devons être sur le demi-plan à droite de l'axe Y, et nous devons être aussi à la fois sur le disque D, le centre O de grand R. C'est-à-dire que nous devons être sur la portion de disque qui est portée par le demi-plan qui est à droite de l'axe Y, et nous voyons ainsi apparaître ce domaine D. À la question numéro 2, nous allons poser f de xy qui est égal à x plus y le tout au carré, et nous allons chercher à calculer l'intégrale double i qui est égale à l'intégrale sur dc de f de xy dx dy, où dc représente l'ensemble des coordonnées cartésiennes des points M du domaine D, et nous allons calculer i en passant en polaire. Alors nous allons passer en polaire puisque, encore une fois, le domaine D étant une portion de disque, lorsque nous devons intégrer sur une portion de disque, la bonne démarche est de passer en coordonnées polaires. Nous avons représenté le domaine D sur lequel s'effectue le calcul de l'intégrale double, et nous rappelons que la fonction f de xy est égale à x plus y au carré. Alors, nous voulons calculer cette intégrale double. Alors, dans un premier temps, nous devons déterminer dp, donc dp qui est l'ensemble des coordonnées polaires des points de D. Alors, nous établirons encore une fois qu'un point M de coordonnées polaires appartient au domaine D, c'est seulement si
R appartient à un intervalle que nous préciserons, et θ appartiendra à un intervalle que nous préciserons. À ce moment-là, nous aurons que le couple Rθ appartiendra à dp, qui sera égal au produit cartésien des deux intervalles déterminés précédemment. Nous pourrons alors réécrire l'intégrale double en faisant apparaître sur la première intégrale les bornes de la variable R et sur la deuxième intégrale les bornes de la variable θ. Nous effectuerons aussi les remplacements en remplaçant x par r cos θ et y par r sinus θ. Nous développerons le produit. Nous savons que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b2. Nous mettrons le r en facteur et nous opérerons des simplifications que nous réaliserons à l'aide de formules trigonométriques simples. Puis, nous ferons apparaître un produit de deux intégrales simples pour arriver au résultat de pi r4 sur 4. Vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de compléter les blancs. Nous voulons calculer l'intégrale I obtenue à l'aide d'un passage en coordonnées polaires. Dans un premier temps, nous allons déterminer dp, l'ensemble des coordonnées polaires des points du domaine D. Alors nous remarquons qu'un point M de coordonnées polaires Rθ appartient au domaine D si et seulement si R appartient à l'intervalle 0 grand R fermé et θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2 fermé. Effectivement, si je place un point M dans le domaine D, je remarque que la distance de O à M peut varier de 0 jusqu'à grand R. Donc ainsi, R décrit l'intervalle 0R. Et ensuite, de manière indépendante, l'angle θ peut avoir comme valeur la plus faible moins pi sur 2 et la valeur la plus élevée pi sur 2. Donc θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2. Alors nous allons profiter pour montrer deux erreurs que vous pouvez tenter de faire et dire pourquoi il ne faut pas les faire. Alors l'erreur numéro 1, c'est de se dire, la distance entre O et M peut varier entre R et moins R. Et donc dire que R appartient à moins grand R. Donc ça, vous ne pouvez pas le dire, parce que par définition, R est une distance, c'est la distance OM. Donc elle est forcément positive ou nulle. Donc on ne peut pas donner de valeur négative à R. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est de dire, donc ici nous avons l'angle pi sur 2, et ici nous avons l'angle 3 pi sur 2. Et donc de dire que θ appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2. Et là, ça c'est faux, parce que si nous représentons la partie du disque correspondant à pi sur 2, 3 pi sur 2, si nous allons de pi sur 2 vers 3 pi sur 2, nous avons ce contour-ci, et non pas celui-là. Donc nous avons le contour symétrique. C'est pour ça que l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2 ne convient pas. Il ne représente pas la bonne portion du disque. Nous obtenons ainsi que le couple Rθ appartient à dp, si et seulement si, donc R appartient à l'intervalle 0 grand R et θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, c'est-à-dire que dp est égal à l'intervalle 0R croix l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Nous pouvons alors réécrire cette intégrale en faisant apparaître les bornes de petit r sur la première intégrale et la borne de θ sur la deuxième intégrale. Ainsi, sur la première intégrale, nous faisons apparaître les bornes de petit r qui sont donc 0 et grand R. Et sur la deuxième intégrale, nous faisons apparaître les bornes de θ qui sont donc moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Ensuite, nous allons exprimer l'expression f de r cos θ, r sinus θ. Nous le faisons en remplaçant x par r cos θ et en remplaçant y par r sinus θ. Si je le fais un peu mieux apparaître, je vais donc dire que je vais remplacer x par r cos θ et y par r sinus θ. Donc si je le fais, je remplace, donc si je fais apparaître x plus y au carré, donc je remplace x par r cos θ et je remplace y par r sinus θ. Et ensuite j'écris donc l'air élémentaire en polaire, r dr dθ. Donc ici j'ai a plus b au carré, ça me donne donc a carré plus 2ab plus b carré. Donc le carré de r cos θ c'est r carré cos carré θ. Le 2ab, ça me fait 2 fois r cos θ fois r sinus θ, et le b carré me donne r carré sinus carré θ, donc fois r dr dθ. Alors je peux mettre en facteur r carré fois r, ce qui me donne donc du r cube, donc r cube fois cos carré θ, fois sinus carré θ, et ici donc fois 2 cosinus θ, sinus θ, 2 cosinus θ, sinus θ. Alors je sais que cos carré θ plus sinus carré θ c'est égal à 1, et je reconnais que 2 cos θ sinus θ c'est la formule du sinus de 2θ.
Donc, l'expression trigonométrique ici est égale à 1 plus sinus de θ. Ensuite, je sais que la première intégrale concerne la variable r et la deuxième intégrale concerne la variable θ. Donc, je peux mettre en facteur de l'intégrale en la variable θ tous les facteurs qui sont indépendants de θ. Donc, je peux mettre r cube en facteur de l'intégrale en la variable θ et je peux mettre aussi dr en facteur de la variable θ. Pardon, je peux mettre dr en facteur de l'intégrale en la variable θ. Nous devons calculer ces deux intégrales. Nous savons que la première intégrale est relative à la variable petit r, la deuxième relative à la variable θ. Donc ainsi, nous allons mettre en facteur de l'intégrale en la variable θ les expressions qui sont constantes par rapport à θ, à savoir r cube et dr. Donc, en réalisant ceci, nous ferons apparaître le produit de deux intégrales simples, une intégrale en la variable r et une intégrale à la variable θ. Et en calculant les intégrales, nous établirons que l'intégrale double recherchée est égale à pi r4 sur 4. Vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause pour obtenir ce résultat. Nous calculons cette intégrale, donc nous mettons r cube en facteur de l'intégrale à la variable θ et nous mettons aussi dr en facteur de l'intégrale à la variable θ, car ces deux expressions sont constantes par rapport à θ. Nous obtenons ainsi en première intégrale, l'intégrale de 0 à grand R de r cube dr fois l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de 1 plus sinus de θ dθ. Une primitive de r cube par rapport à r, c'est r4 sur 4, et une primitive de 1 par rapport à θ, c'est θ, et une primitive de sinus de θ par rapport à θ, c'est moins 1,5 cosinus de θ. Nous calculons ensuite les variations de r4 sur 4 entre 0 et grand R, et les variations de θ moins 1,5 cosinus de θ entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Alors pour r4 sur 4, nous remplaçons d'abord petit r par grand R, ça nous donne donc grand R4 sur 4, puis nous remplaçons petit r par 0, ce qui nous donne 0. Ensuite, nous effectuons le remplacement de θ par pi sur 2. Donc pour θ, ça nous donne pi sur 2. Pour cosinus de θ, ça nous donne cosinus 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cosinus pi. Et cosinus pi, ça vaut moins 1. Ça nous fait donc moins 1,5 fois moins 1. Pour θ égale moins pi sur 2, donc en remplaçant θ par moins pi sur 2, ça nous donne donc moins pi sur 2. En remplaçant donc, et dans cosinus de 2θ, ça va nous donner donc cosinus 2 fois moins pi sur 2, donc cosinus moins pi. Cosinus moins pi, ça vaut moins 1. Et moins 1 fois moins 1,5, ça va donner donc plus 1,5. Alors nous pouvons faire apparaître donc r4 sur 4 en facteur, et nous retirons les parenthèses, donc ça va donner, pour l'autre expression, ça fait donc pi sur 2, moins par moins plus, donc plus 1,5, ensuite moins pi sur 2, plus pi sur 2, et moins 1,5, moins 1,5. Nous remarquons que 1,5 moins 1,5 s'annule, donc il nous reste pi sur 2 plus pi sur 2 qui vaut pi, et donc pi fois r4 sur 4 nous donne bien pi r4 sur 4. Ainsi l'intégrale double recherchée est égale à pi r4 sur 4. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 3 et nous repréciserons au fur et à mesure de l'avancement des questions le texte de cet exercice. À la question numéro 1, on nous demande de représenter le domaine D, avec D qui est défini à l'aide de l'équivalence suivante, à savoir qu'un point M de coordonnées cartésiennes xy appartient au domaine D si et seulement si x carré plus y carré est inférieur ou égal à grand R carré et y supérieur ou égal à 0. Alors pour représenter ce domaine D, nous allons donc encore une fois traduire graphiquement ces contraintes analytiques. Alors vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour traduire graphiquement les contraintes analytiques. Et ensuite vous pourrez représenter le domaine D sur le graphique suivant. La première contrainte, x carré plus y carré inférieur à grand R carré, a déjà été vue précédemment. Nous savons que cette contrainte s'interprète graphiquement en disant que le point M est sur le disque de centre O et de rayon grand R. Ensuite, la contrainte y supérieur ou égal à 0 nous amène à considérer les points d'ordonnée positive, c'est-à-dire l'ordonnée ici sur l'axe y doit être positive, c'est-à-dire que les points doivent être sur le demi-plan au-dessus de l'axe OX. Donc la contrainte y supérieur ou égal à 0 s'interprète graphiquement en disant que le point M est au-dessus de l'axe OX. Maintenant, si nous voulons représenter le domaine D, alors nous commençons par interpréter la contrainte d'être au-dessus de l'axe OX, c'est-à-dire que le point M doit être sur ce demi-plan au-dessus de l'axe OX. Et comme le point M doit aussi être sur le disque de centre O et de rayon grand R, ça veut dire que M est sur la partie du disque, la portion de disque qui est portée par le demi-plan au-dessus de OX, et nous voyons apparaître ainsi le demi-disque que nous pouvons appeler
D, puisque c'est le nom du domaine que nous devions déterminer. La question numéro 2, on nous demande de calculer l'intégrale double sur dc de f de xy dx dy, où dc est l'ensemble des coordonnées cartésiennes des points de D. Et nous posons aussi que f de xy est égal à x au carré plus y carré. Alors pour calculer, nous allons, comme encore une fois nous intégrons sur une portion de disque, nous décidons de passer en coordonnées polaires pour calculer cette intégrale. Donc pour ça, nous devons déterminer dp, l'ensemble des coordonnées polaires des points de D. Alors nous établirons encore une fois qu'un point M de coordonnées cartésiennes R et θ appartient au domaine D si R appartient à un intervalle à préciser et θ appartient à un intervalle à préciser. Ainsi nous pourrons déduire que dp sera le produit cartésien de ces deux intervalles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces trous. Nous établissons qu'un point M de coordonnées polaires Rθ appartient au domaine D si et seulement si R appartient à l'intervalle fermé 0 grand R et θ appartient à l'intervalle fermé 0 π. Effectivement, si nous plaçons un point M à l'intérieur du domaine D, que nous notons petit r la distance OM et θ l'angle de vecteur I OM, nous remarquons que R vaut minimum 0 lorsque le point M est à l'origine et vaut grand R lorsque le point M atteint le bord du cercle. Ainsi nous avons bien R qui appartient à l'intervalle fermé 0 grand R. Nous remarquons ensuite que l'angle θ vaut au minimum la valeur 0, lorsque le point M est sur l'axe des abscisses correspondant aux abscisses positifs. Et ensuite, θ vaut au maximum l'angle π, c'est-à-dire que θ varie entre 0 et π, ce qui s'écrit bien ici, θ appartient à l'intervalle fermé 0 π. Ce qui veut dire que le couple Rθ appartient au produit cartésien 0R croix 0π, ce qui veut donc dire que l'ensemble dp, l'ensemble des coordonnées polaires des points de D, est égal à 0R croix 0π. À l'aide de dp, nous allons pouvoir réaliser le passage en polaire, donc l'intégrale double que nous recherchons, l'intégrale double sur dc de f de xy dx dy en cartésienne, s'écrit en coordonnées polaires, donc intégrale double sur dp de f de r cos θ, r sinus θ, r dr dθ. C'est-à-dire que nous remplaçons dc par dp, nous remplaçons x par r cos θ et y par r sinus θ. Cette intégrale, nous la réécrirons en faisant apparaître sur la première intégrale les bornes de r, sur la deuxième intégrale les bornes de θ, et après ça, effectivement, dans l'expression de f, nous remplacerons x par r cos θ, nous remplacerons y par r sinus θ, nous ferons ainsi apparaître la somme de deux carrés. Ensuite, nous verrons que nous pourrons mettre en facteur une puissance de r, nous ferons apparaître aussi une expression trigonométrique qui correspondra à une formule que nous connaissons, de façon à avoir une expression simple. Et ensuite, nous ferons apparaître un produit intégral en mettant en facteur de l'intégrale en la variable θ les expressions qui seront constantes par rapport à θ. Nous ferons ainsi apparaître un produit d'intégrale simple. Et en continuant ce calcul, nous arriverons à I égale pi R4 sur 4. Vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause pour réaliser ce calcul en complétant les blancs. Nous savons que petit r décrit l'intervalle 0 grand R et θ décrit l'intervalle 0π. Donc ainsi, sur la première intégrale, nous faisons apparaître les bornes de petit r, qui sont donc 0 et grand R, 0 et grand R. Sur la deuxième intégrale, nous faisons apparaître les bornes de θ, qui sont 0 et π, 0 et π. Ensuite, nous devons donner l'expression de f de r cos θ, r sinus θ, avec f de y est égal à x carré plus y carré. Donc pour cela, nous remplaçons x par r cos θ, ce qui donne donc r cos θ au carré. Nous remplaçons y par r sinus θ, ce qui donne r sinus θ au carré. Et donc le tout multiplié par r dr dθ. Alors, en élevant au carré, nous ferons apparaître r carré cos carré θ et r carré sinus carré θ. Et comme nous avons encore un r en facteur, nous pourrons mettre en facteur r carré fois r, c'est-à-dire r cube. Nous aurons donc r cube facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. Nous savons que cos carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Ainsi, nous obtenons l'expression r cube fois 1. Nous savons que cette deuxième intégrale est l'intégrale en la variable θ. Comme r cube et dr sont des constantes par rapport à θ, nous pouvons les mettre en facteur de l'intégrale en la variable θ.
Nous arrivons ainsi à l'intégrale de 0 à grand R de R cube dr fois l'intégrale de 0 à pi de 1 fois dθ. Donc cette intégrale, nous l'avons réécrite, il ne reste plus qu'à calculer les deux intégrales simples pour arriver au résultat de pi R4 sur 4. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour tenter de compléter les blancs par vous-même. Nous allons maintenant présenter le calcul des intégrales simples. Une primitive de R cube par rapport à R et R4 sur 4, une primitive de 1 par rapport à θ est égale à θ. Nous calculons les variations de R4 sur 4 entre grand R et 0 et de θ entre pi et 0. Alors si nous remplaçons petit r par grand R, ça nous fait grand R4 sur 4. Nous remplaçons petit r par 0, ça nous fait 0. Nous remplaçons θ par pi, ça nous donne pi. Nous remplaçons θ par 0, ça nous donne 0. Nous effectuons le produit, R4 sur 4 fois pi, ça nous donne bien pi R4 sur 4. Nous avons donc calculé cette intégrale double. Alors nous allons nous poser une question. Considérons l'intégrale grand I qui est égale à 0 à grand R de petit r carré dr et l'intégrale J qui est égale à l'intégrale de 0 à grand R de grand R carré dr. Peut-on dire que grand I est égal à grand J? Donc cette question se pose dans le cadre d'un souci pédagogique de vous faire rendre compte de l'importance de ne pas confondre petit r et grand R dans votre calcul intégral. Donc, à vous de calculer chacune des intégrales et de voir si nous avons égalité ou pas. Donc vous pourrez commencer par calculer la première intégrale. Vous trouverez grand R cube sur 3. Vous pourrez calculer la deuxième intégrale et trouver grand R cube. Et on conclura donc que I est différent de grand J et qu'il faut bien faire attention lorsqu'on note R de savoir si c'est un petit r ou un grand R. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de calculer ces deux intégrales. Nous commençons par calculer l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à grand R de petit r carré fois dr. Nous déterminons donc une primitive de r carré par rapport à R, ça nous donne donc du r cube sur 3. Puis nous calculons la variation de R cube sur 3 entre grand R et 0. Si nous remplaçons petit r par grand R, ça nous donne grand R cube sur 3. Nous remplaçons petit r par 0, ça nous donne 0. Ainsi, l'intégrale grand I est égale à grand R cube sur 3. Nous passons ensuite à l'intégrale grand J, qui est l'intégrale de 0 à grand R de grand R carré dr. C'est-à-dire que ici, ce n'est plus un petit r que nous écrivons, c'est un grand R. Alors, quelle est la conséquence d'écrire un grand R? C'est que grand R, c'est une constante par rapport à petit r. Grand R, c'est une grandeur fixe, elle ne bouge pas. Ainsi, une primitive de grand R carré par rapport à petit r, eh bien, c'est constante fois R, c'est-à-dire grand R carré fois petit r. Lorsque nous calculons la variation de grand R carré fois petit r entre grand R et 0, nous remplaçons petit r par grand R, ça nous donne grand R cube. Nous remplaçons petit r par 0, ça nous donne donc 0. Nous trouvons ainsi que grand J est égal à R cube, ce qui nous donne bien que grand I est différent de grand J. Et encore une fois, je vous demande de faire attention dans vos prises de notes à ne pas confondre petit r et grand R. Voilà, fin de cette séance.